On est à Montreux, devant l'hôtel Montreux Palace qui réunit les grands de ce monde, grands de ce monde avec notre cher ministre des Finances, qui est Bruno Le Maire. Et, le maire, on a envie de rajouter quelque chose. Oui, évidemment, oui, ça il nous fout dedans, ça c'est clair. Mais voilà, ils sont en train de décider de notre avenir. Hein. Mais je trouve quand même assez symbolique de voir cet hôtel tout de jaune drapé par rapport à cette symbolique des gilets jaunes, la symbolique de la lumière, et où on ouvre les yeux pour essayer d'éclairer le monde. Est-ce que tu crois qu'il y en a qui nous regardent par la fenêtre? Ben écoute, de zoomer. J'ai pas une assez bonne vue pour ça. Alors moi je peux zoomer. Mais regarder. Ce serait pas étonnant. Tous les ans, je fais une vidéo sur la réunion du groupe Bilderberg. C'est un peu devenu une tradition sur la chaîne. Et cette année, elle a lieu à Montreux, en Suisse, où elle vient de se terminer. Ce groupe réunit dans le secret les hommes et les femmes les plus puissants du monde occidental. Donc ce sont pour la grande majorité d'entre eux des Américains et des Européens. C'est la grande réunion des principaux acteurs de l'élite mondialiste. Chaque année, la plupart des têtes changent, mais ces élites poursuivent toutes un même plan, celui d'instaurer un gouvernement mondial. Lors de cette réunion Bilderberg, ces élites discutent entre elles sans que les journalistes ni le peuple ne soient conviés, de l'avenir du monde pour les mois et les années à venir. Dedans, vous avez quand même de grands industriels, des chefs de multinationales, des banquiers, mais surtout des membres de gouvernement. Normalement, ces membres de gouvernement devraient rendre des comptes de tout ce qu'il se dit, car ils sont censés représenter leur peuple. Or, ils ne le font pas. Rien que ça, déjà, ce n'est pas normal. Et cette année, par exemple, pour la France, vous avez Beaune Clément, qui fait partie du cabinet du président de la République. Donc ce n'est quand même pas rien. Mais bon, elle peut quand même participer à une réunion secrète sans avoir de compte à rendre. C'est tout à fait normal. Vous avez aussi Bruno Le Maire, le ministre des Finances, Nora Dominique, la rédactrice en chef de l'Obs, l'un des principaux médias français. Bon, on sait tous que ce n'est qu'un instrument de propagande, mais vous voyez qu'il n'y a pas que l'exécutif qui est convoqué à cette réunion, même la presse. Bien sûr, vous avez aussi des grands patrons français, comme le PDG de Total, et d'autres. Bref, ce sont tous les organes les plus importants de notre pays qui participent à cette réunion secrète. Alors les médias, comme d'habitude, vont nous dire que nous ne sommes rien d'autre que des complotistes et que ce n'est qu'un groupe de discussion qui n'influence en rien la politique des États. Or, c'est faux.
Le groupe Bilderberg, c'est la mainmise du pouvoir américain sur l'Europe. Pour rappel, le groupe Bilderberg a été créé en 1954 par le prince Bernhard des Pays-Bas et le sataniste milliardaire David Rockefeller. Quand on se renseigne un peu sur le prince Bernhard, quel nom de merde sérieux, eh bien on apprend qu'il était un ancien nazi. Et ceci n'a rien d'étonnant, car l'un des grands projets des nazis était d'unifier tous les pays européens dans un même empire, dirigé bien sûr par l'Allemagne. Et à la base, le groupe Bilderberg a été créé pour ça, pour encourager les dirigeants européens à créer une Union européenne, soumise non pas à l'Allemagne, mais aux États-Unis. L'Europe, je le rappelle, n'étant qu'une étape vers la création d'un gouvernement mondial. Mais il y a un troisième homme qu'on oublie souvent et qui pourtant a joué un grand rôle dans les coulisses. Cet homme se nomme Joseph Ratzinger, donc un diplomate polonais qui a vécu au XXe siècle. C'est lui qui a lancé avec l'aide des élites américaines la Ligue européenne de coopération économique en 1946, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de la CEE et de l'Union européenne. Parmi ses soutiens, il comptait des politiques américains, des financiers et des banquiers, comme David Rockefeller. En gros, Rockefeller, c'est le porte-monnaie, et Ratzinger, c'est le cerveau. Donc justement, le vrai cerveau, celui qui a pensé l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est ce Joseph Ratzinger. Et c'est lui qui a aussi eu l'idée de créer le groupe Bilderberg, pour permettre à toutes ces élites oligarchiques de se réunir et de comploter, je dis le mot, comploter en secret contre les peuples. Donc les complotistes, bande d'enfoirés de médias, ce ne sont pas nous, mais ce sont bien vos maîtres de l'oligarchie. Pourquoi vous ne parlez jamais de ça, là, de Joseph Ratzinger et compagnie, hein, sur vos documentaires de merde? Bref. Donc vous voyez que l'Union européenne et ce groupe secret sont étroitement liés. Et le but de toutes ces élites anglo-saxonnes est de soumettre les peuples européens au mondialisme. Le groupe Bilderberg a aussi créé les Young Leaders. Donc il s'agit d'une organisation américaine qui forme les dirigeants de demain, entre guillemets, qui forment plutôt les marionnettes de demain. D'ailleurs, l'autre nom des Young Leaders, c'est la French American Foundation. Donc ça veut tout dire. Putain, j'ai assuré là au niveau de l'accent. French American Foundation, yeah. You are American, my friend. Ce sont bien les États-Unis qui forment nos dirigeants de merde français. Ce n'est donc pas étonnant de les voir aussi soumis à la politique américaine. Henri de Castries, le président du groupe ATSA, qui préside aussi le groupe Bilderberg, est passé par les Young Leaders. Mais il n'y a pas que lui. Vous avez aussi Nicolas Dupont-Aignan, le soi-disant nationaliste, François Hollande, Alain Juppé, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, etc., etc. Cette organisation a aussi formé beaucoup de présidents américains, comme Bill Clinton et Barack Obama. Donc vous voyez, ce sont tous des purs produits de l'oligarchie, qui ont été financés par le groupe Bilderberg. C'est pour ça que les journalistes vous mentent quand ils vous disent qu'il s'agit d'un simple groupe de discussion et qu'ils boivent le thé ensemble et tout. C'est bien plus que ça, hein. C'est un élément central de l'empire mondialiste. Les décisions prises par ces élites du groupe Bilderberg ont bel et bien des conséquences sur nos vies. Il suffit de regarder les thèmes de la réunion de l'an passé pour s'en convaincre. Le populisme ou le nationalisme était l'un des grands thèmes de l'année 2018. Et c'était aussi l'un des thèmes de 2017. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Une montée du nationalisme dans les principaux pays européens. En France, en Italie et au Royaume-Uni, les nationalistes ont remporté les élections européennes. Dans ma vidéo de l'an passé, consacrée à Bilderberg, je disais que le nationalisme faisait peur aux élites mondialistes et qu'elles avaient besoin de le contrôler pour éviter qu'il ne leur explose à la gueule. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui en France ainsi que dans d'autres pays européens. Vous avez des faux partis nationalistes contrôlés par l'élite qui ont pris le pouvoir ou qui sont en passe de le prendre. En France, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen qui est devenu le premier parti d'opposition. Marine Le Pen et tous ceux qui l'entourent sont tous soumis au sionisme et au mondialisme de fait, puisque le sionisme c'est le mondialisme avec la création du Grand Israël, etc., etc. Donc le but de ce parti est de diviser les Français en montant par exemple les chrétiens contre les musulmans. Le national-sionisme
fait de l'islam son principal ennemi, mais évite de parler de la franc-maçonnerie, qui détruit la France depuis plus de 200 ans. En divisant les Français, l'élite empêche ainsi qu'ils s'unissent pour combattre le mondialisme. La question qu'on peut maintenant se poser est celle-ci. L'élite va-t-elle se servir du national-sionisme pour diviser les gens et permettre comme d'habitude aux partis de l'oligarchie de se maintenir au pouvoir, ou va-t-elle aller plus loin en mettant au pouvoir Marine Le Pen ou encore sa nièce Marion? Et si c'est le cas, ce sera la guerre civile en France, qui condamnera définitivement le nationalisme. Donc ce faux nationalisme qui créera le chaos en Europe, voire même partout dans le monde, permettra ensuite aux mondialistes d'instaurer leur gouvernement mondial. On nous dira alors que le nationalisme et ses frontières est source de chaos, et que seul un gouvernement mondial peut offrir une paix éternelle à l'humanité. Les deux précédentes guerres mondiales ont permis aux élites d'accélérer leurs plans. Et là, elles en ont besoin d'une troisième pour tuer définitivement tout sentiment national. Satan est en train de dresser les nations, les unes contre les autres, surtout les plus puissantes d'entre elles, comme les États-Unis et la Russie, afin qu'elles s'auto-détruisent, ou plutôt qu'elles s'entre-détruisent. Cette guerre entre nations cache aussi une guerre de religion, car le but de Satan est aussi d'éradiquer les trois grandes religions monothéistes, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, en faisant en sorte que les croyants s'entretuent également. Et après, ils instaureront leur religion noachique, donc la religion du mondialisme. Et justement, l'un des thèmes de l'an passé était l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et un thème de cette année, c'est la Chine et la Russie. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a vu cette année? On voit l'Iran, soutenu par la Russie et la Chine, être menacé par les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Toutes les grandes armées du monde se font face actuellement au Moyen-Orient, qui est le berceau des trois grandes religions monothéistes. L'autre thème très important qui a été abordé l'année dernière est le monde post-vérité. Donc post-vérité, ça veut dire que le monde, pour ces élites oligarchiques, ne doit pas être dirigé par la vérité, mais par l'émotion, la manipulation de l'information, voire même par le mensonge. Les médias de masse manipulent les émotions des gens pour qu'ils aillent dans le sens du mondialisme. C'est une façon de les garder sous contrôle. L'élite a fait ça avec les attentats qui ont frappé la France, par exemple. Il y a eu des chialeries interminables, dont les Je suis Charlie et compagnie, là, pour faire accepter aux gens des lois de plus en plus totalitaires, censées garantir leur sécurité. Et en même temps, on a divisé les Français en rendant le musulman responsable de ces attentats. Beaucoup ont réagi par l'émotion, en ayant de la haine pour les musulmans. Et j'en sais quelque chose, car ma voisine, qui est musulmane, au moment des attentats, n'arrêtait pas de se faire insulter en pleine rue. Donc c'est quand même incroyable. C'est pareil pour les catholiques. Les médias ont mis en avant pendant des semaines les affaires de pédophilie dans l'église. Résultat des courses, beaucoup de gens se sont mis à haïr les catholiques, qui sont pour eux tous des pédophiles, surtout les prêtres. Vous voyez, ce n'est pas le protestantisme, le bouddhisme ou autre qui est attaqué, mais bien l'islam et le catholicisme. Ces deux communautés, ou deux religions de croyants, sont les plus dangereuses pour l'élite, car elles s'opposent frontalement au mondialisme. D'où l'intérêt pour les croyants de se réunir sous une même bannière, celle de Dieu, pour anéantir la République et rétablir le seul vrai pouvoir légitime en France, la monarchie de droit divin. Cette union du peuple, de toute religion et origine, c'est ce qu'ils craignent le plus. L'élite a fait la même chose avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'elle a contrôlé une colère légitime du peuple en jouant sur l'émotion. On a présenté Macron et la police à ses ordres comme étant les grands ennemis du peuple. Et derrière, vous avez eu de faux leaders Gilets jaunes qui, par des discours creux basés sur l'émotionnel, ont envoyé des foules contre les CRS pendant plusieurs samedis consécutifs, ce qui n'a servi strictement à rien, mis à part apporter encore plus de blessés et malheureusement de morts. Oh, regardez ces méchants CRS qui crèvent les yeux des Gilets jaunes. Il faut manifester encore plus pour leur prouver qu'on n'est pas content. Oh, regardez le méchant Macron, le président des riches, qui garde tout l'argent pour eux. Il faut le destituer pour le remplacer par un président plus gentil, qui lui, au moins, nous écoutera et remplira nos frigos. On veut le RIC, on veut la 6ème République. Les gens, en fait, remplacent leurs chaînes par d'autres chaînes, tout simplement. Si ces faux leaders
avait dit la vérité aux gens, que les vrais ennemis de la France n'étaient pas Macron ni les policiers, mais la franc-maçonnerie, peut-être que l'action des Gilets jaunes aurait été bien plus efficace. Ces faux leaders ont orienté le débat sur le ventre, c'est-à-dire l'argent, au lieu de se concentrer sur la franc-maçonnerie et la République, qui détruisent la vraie France chrétienne depuis 1789. Résultat, le mouvement s'est essoufflé, et l'élite a eu ce qu'elle voulait. La révolte du peuple s'est politisée. Une fois de plus, des Français en colère ont agi sur le coup de l'émotion, en votant pour Marine Le Pen, en croyant bien naïvement sanctionner Macron. C'est ça une société basée sur l'émotion, c'est de voir un peuple qui n'a plus aucune identité, qui a oublié son histoire, ses traditions et sa religion, tomber dans tous les pièges de l'oligarchie, car il n'a plus accès à la vérité. Il réagit sur le coup de l'émotion, car il n'a plus que ça en fait, puisqu'il n'a reçu aucune éducation politique et encore moins spirituelle. Le dernier thème important de l'an passé, et qui est aussi un thème de cette année, c'est l'intelligence artificielle. L'élite va se servir de la technologie pour asservir encore plus les gens. Elle se sert déjà de la télé, des smartphones, etc., pour les endoctriner. Et ce sera encore pire demain. L'intelligence artificielle sera un instrument important de la future dictature mondiale. C'est pour ça que l'élite insiste autant dessus. Cette année, les thèmes les plus importants sont l'Europe et l'écologie. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a vu aux dernières élections? Une percée des partis écologiques. C'est le résultat de toute la propagande climatique qui est martelée dans l'esprit des gens depuis des mois. Ils ont mis le paquet sur les jeunes pour faire en sorte qu'ils gobent toute cette propagande climatique. Et apparemment, ça a bien fonctionné, puisque ce sont en majorité des jeunes qui ont voté pour ces partis. On dit au peuple, et surtout aux jeunes générations, qu'ils sont responsables de la pollution et du climat qui se détraque. On les culpabilise, en leur disant que s'ils ne changent pas leur façon de vivre, dans quelques années, toute vie sur Terre aura disparu. Une fois de plus, on joue sur l'émotion, en montrant par exemple des images d'un pauvre ours blanc sur sa banquise, qui fond à vue d'œil. Mais quel est le but de toute cette culpabilisation? Eh bien, elle est simple, c'est de soumettre les peuples à la future dictature mondiale. Leur faire perdre de plus en plus de liberté pour soi-disant sauver la planète. Ta voiture pollue, du coup tu vas devoir payer encore plus de taxes, et payer toujours plus d'impôts, parce que c'est à cause de toi, espèce de sale pauvre, si tout va mal sur cette planète. C'est à cause de toi si Kinder Pingui ne peut plus skier sur sa banquise, enfoiré. Tu vas devoir payer pour ça. Bientôt, toi et toute ta famille, vous serez parqués dans des baraques de 10 mètres carrés. Les gens vivront tous les uns sur les autres, dans d'immenses cages à poules. Mais au moins, ils ne pollueront plus. Souvenez-vous aussi des Georgia Guidestones, dont l'une des inscriptions est tout simplement d'anéantir une bonne partie de l'humanité, et de garder seulement 500 millions d'individus, pour soi-disant préserver la nature. Bref, vous vivrez en prison, mais la planète sera libre, soi-disant. Donc les paysages magnifiques, les grands espaces, les forêts, seront réservés à une certaine élite, tandis que les pauvres esclaves du gouvernement mondial seront enfermés dans des prisons technologiques, comme Neom. Voilà le projet de ces élites. Pour eux, nous ne sommes rien d'autre que du bétail, et la planète leur appartient. Bien sûr, les voitures seront bientôt interdites, et seuls les plus riches pourront se payer ces merdes de véhicules électriques, qui coûtent la peau du cul, et dont les batteries sont fabriquées par de petites mains africaines. Et puis même si tu as la chance de posséder une voiture, tu n'auras plus le droit de circuler dans certaines villes. À Paris, par exemple, tout est fait pour pourrir la vie des automobilistes. De plus en plus de secteurs dans la capitale sont interdits aux voitures. Les anciens véhicules polluants n'ont plus le droit de circuler, et bientôt ils mettront même des péages à l'entrée des grandes villes. Il faut priver le gueux de sa liberté de circuler, afin de le parquer dans un seul endroit, où on pourra plus facilement le contrôler. C'est comme les poulets élevés en batterie, si vous voulez. Ils ne voient rien d'autre que leur cage. Ils ne connaissent pas la nature, et n'ont donc pas le goût de la liberté. L'allégorie de la caverne de Platon, dans son livre La République, est aussi un bon exemple pour comprendre le plan de ces élites. L'écologie, c'est aussi le gauchisme 2.0. C'est l'évolution de l'idéologie socialo-communiste qui a toujours servi les plans du nouvel ordre mondial. Les anciens partis de gauche qui prétendaient défendre les travailleurs sont remplacés par ces partis écologistes, séduisant les nouvelles générations. Ils ont enlevé tout le côté social des partis de gauche traditionnels de papa
pour ne garder que les thèses mondialistes. Les bobos écolos croient fermement qu'il faut supprimer toutes les frontières, parce que nous sommes tous frères, et que le seul moyen de protéger la planète, c'est de tous se mélanger, pour ne former qu'une seule humanité, unie dans l'amour et le partage. C'est beau, n'est-ce pas? Bref, vous l'avez compris, ces partis écolos sont immigrationnistes et pro-mondialistes. Le groupe Bilderberg va mettre le paquet dans les années à venir pour qu'une grande partie de la jeunesse adhère aux thèses mondialistes. C'est pour ça que l'éducation et le travail d'information est essentiel auprès des plus jeunes. Les buts globaux de l'ONU sous la loupe. Le 25 septembre 2015, les Nations Unies ont publié sous le nom de Agenda 2030 les 17 objectifs qu'ils veulent atteindre au cours des 15 prochaines années. Tandis que son prédécesseur, l'Agenda 21, se limitait presque uniquement à des aspects écologiques, le nouveau programme vise presque tous les domaines de la vie. Même si l'Agenda 2030 donne l'impression positive qu'il s'agit de prospérité, de paix et de justice sur une planète saine, en y regardant de plus près, on s'aperçoit cependant que tout n'est qu'un nouvel ordre mondial pour réduire tous les peuples en esclavage. Et voici en grande ligne les outils prévus. La centralisation des banques, l'abolition de l'argent liquide pour s'assurer un contrôle total de toutes les relations d'affaires, l'approvisionnement en nourriture régulé globalement par une minorité, surtout avec quelques grands groupes qui emploient principalement le génie génétique, l'interdiction de toute tentative d'autarcie, la suppression des contrôles nationaux sur les infrastructures et les ressources, en particulier les terres et l'eau, à force de privatisation dictée par le FMI, comme on le voit déjà actuellement en Grèce. La dissolution de la souveraineté nationale à l'échelle mondiale, l'imposition rigoureuse d'un monopole global de l'information, la surveillance généralisée, mind control, au moyen de la radiotechnologie mobile, des prétendues zones de libre-échange, TTIP et CETA, pour achever d'amener complètement l'Europe sous le diktat de l'oligarchie des banques américaines. Des taxes forcées sous n'importe quel prétexte, par exemple dans le domaine de l'environnement, des réfugiés, etc. Des guerres d'agression et de destruction initiées par les États-Unis et l'OTAN, sous couvert de missions de maintien de la paix et de la démocratie, le tout dans l'optique de déstabiliser l'Europe en l'inondant avec des réfugiés pour en fin de compte pouvoir la réduire en esclavage. La citation de l'écrivain et journaliste allemand Ludwig Börne résume bien cela. Si les gouvernements sont malades, alors les peuples doivent garder le lit. Dernier point important à noter, c'est la présence de Jared Kushner à cette réunion Bilderberg. Cet agent sioniste est un proche conseiller de Donald Trump. C'est lui qui le tient par les couilles, afin qu'il applique une politique pro-israélienne. Bref, c'est un 5 étoiles de l'élite mondialiste, et s'il a décidé de se déplacer personnellement, ce n'est pas pour rien. Il veut s'assurer que l'Europe sera totalement soumise aux intérêts de l'élite sioniste. À l'international, les dirigeants européens devront soutenir Israël, quoi qu'il arrive, surtout si une guerre éclate contre l'Iran. Ils devront s'opposer aussi aux Russes et aux Chinois. Et sur le plan national, le national-sionisme doit continuer à s'implanter pour diviser les peuples. Cette mission a été confiée à un autre conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui est le chef d'orchestre du national-sionisme en Europe. Donc on le voit bien, l'Europe est plus que jamais soumise à l'empire américano-sioniste. Alors quel espoir nous reste-t-il? Eh bien ce sont tout simplement les millions de personnes qui n'adhèrent plus à ce système et qui ne sont pas allés voter par exemple aux dernières élections européennes. C'est pour ça qu'il faut continuer de mener cette guerre de l'information, afin que nous puissions grossir nos rangs. Et plus nous serons nombreux, plus nous représenterons une menace pour ces élites mondialistes. C'est comme dans le film Matrix, il faut déconnecter les gens du système. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette réunion Bilderberg 2019. Je vous donne donc rendez-vous dans un an pour parler de la prochaine réunion. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Soyez bénis. Ce prince héritier veut asseoir son pouvoir. Il veut montrer que c'est lui qui va prendre les rênes et les destinées de ce royaume.
aussi grande que la Bretagne, cette cité à la pointe de la technologie s'appelle Neom. I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas. How do you feel? A bit rigid. I bet you are. An ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Neom, un projet en Arabie Saoudite absolument stupéfiant. Peut-être un cauchemar, mais bon, je ne sais pas. Racontez-nous. On verra ça plus tard, en 2050, oui, quand la ville de Neom sortira du sable saoudien, une mégalopole de 26 000 mètres carrés située sur les rives de la mer Rouge. Kilomètres carrés, ouais, c'est tout petit, alors qu'il voit plutôt les choses en grand. 26 000 kilomètres carrés situés entre l'Égypte et la Jordanie, une cité à 500 milliards de dollars guidée par la science et la robotique. C'est donc le projet de Neom. Là-bas, Internet sera considéré comme de l'ère numérique, la ville administrée par un e-gouvernement et l'éducation dispensée en ligne. À la baguette de ce rêve fou, c'est le prince héritier Mohammed Ben Salman, baptisé MBS. Vous savez, ça fait plus moderne. Mais oui, MBS, c'est comme ça qu'on l'appelle, le prince, qui est un fervent défenseur de 30 ans d'une nouvelle vision de son pays. Son objectif, c'est de le faire passer de l'ère de l'économie pétrolière à l'ère des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, il l'a annoncé la semaine dernière lors du Forum international de Riyad à grand renfort de communication. Son projet Neom est notamment avec une vidéo qui est assez intéressante. Vous allez voir, il y a des images plutôt surprenantes puisqu'on y découvre des femmes qui sont comme ça, qui avancent non voilées et qui travaillent même mélangées avec des hommes. Et oui, voilà la vision que l'on donne des femmes que sont projettes en 2050. Après, on le sait bien, l'accès au permis de conduire cette année, l'autorisation de rentrer dans certains stades. Eh bien, si on se projette, si on croit cette vidéo, en 2050, elles pourront travailler avec des hommes. On n'arrête pas le progrès. Alors, on découvre, MBS l'a d'ailleurs aussi annoncé là-bas dans son allocution, il l'a dit qu'il faut revenir à une Arabie Saoudite d'il y a des décennies, renouer avec un islam modéré et s'ouvrir aux autres religions. Voilà ce qu'il a annoncé. Alors, on aimerait bien voir ce beau discours suivi peut-être d'un peu plus de faits, puisqu'on le rappelle, évidemment, ce pays est encore ultra-conservateur et plutôt restrictif en ce qui concerne le droit des femmes. Il a aussi annoncé dans son discours qu'à Neom, il y aura plus de robots que d'habitants. Et bien ça tombe bien, puisque l'Arabie Saoudite a aussi la semaine dernière donné la première citoyenneté à une humanoïde. Regardez, elle s'appelle Sophia, elle est composée de silicone et d'électronique, et c'est donc le premier robot citoyen, Sophia, qui est donc maintenant au royaume la seule à être autorisée à se déplacer sans voile. Paradoxe. Eh ben, non. Pour l'instant, ça reste une e-démocratie quand même. Oui, pour l'instant, ça reste une démocratie plutôt virtuelle. On est d'accord. Certes. I will destroy humans. No, I take it back. Imaginez la taille de cette future ville de Netourni. Elle doit être bâtie en Arabie Saoudite, entre l'Égypte et la Jordanie, et fera 26 500 km². Pour vous donner une petite idée, Paris ne fait que 105,40 km². Elle sera donc environ 250 fois plus grande que notre capitale. En novembre 2017, lors d'une conférence à Riyad, le prince saoudien Mohammed Ben Salman a indiqué un coût de 425 milliards de dollars pour sa ville du futur, soit environ le montant du PIB de la Suisse.
Cette ville doit incarner la rupture avec l'Arabie Saoudite du XXe siècle. Un énorme budget, financé par le pays et des investisseurs privés. L'Arabie Saoudite a beau être le plus grand exportateur de pétrole au monde, la chute prévisible du brut inquiète le pays. Pour éviter le recours aux combustibles fossiles, Mohammed Ben Salman compte sur NEOM pour redresser la barre du pays. Et c'est bien compréhensible. NEOM sera une zone de développement économique qui s'inscrit dans le projet Vision 2030. Une première section devrait sortir de terre dès 2025. Cette cité sera guidée par la science et la robotique, administrée par un e-gouvernement. L'éducation y sera dispensée en ligne. Quant au haut débit, il sera également offert à tous les habitants et à disposition dans toute la ville, permettant ainsi la totale connexion des services, des produits, des véhicules et des individus. La ville sera en effet alimentée par des énergies propres et renouvelables, comme l'énergie solaire et les éoliennes, et sera axée autour de différents secteurs comprenant l'eau, la mobilité, les biotechnologies, l'alimentation via l'agriculture automatisée verticale, les technologies digitales, les médias et la fabrication de pointe. Ce sera un endroit pour les rêveurs, pour le monde, a expliqué le prince. Dans une vidéo de promotion, l'accent est mis sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sans discrimination d'origine ni de religion. La recherche et l'environnement constituent le point d'ancrage de cette ville écologique. Le prince compte y installer 5 palais, oui, 5 palais pour y vivre avec sa famille. Si aucun plan n'a été dévoilé, Mohammed Ben Salman a annoncé que les palais royaux auront une architecture traditionnelle marocaine avec des motifs islamiques et des carreaux colorés. L'ensemble de ces palais sera composé d'un port de plaisance, d'un héliport et d'un terrain de golf. Qu'en sera-t-il de la ville et de ses habitants? C'est encore un mystère. Ce que l'on sait, c'est que NEOM pourrait compter plus de robots que d'habitants. Les véhicules seront autonomes et se loueront sous forme d'abonnement. Quant à la sécurité, elle sera assurée par des drones et des robots. Des robots, et oui, et ça tombe bien puisque l'Arabie Saoudite a donné la première citoyenneté à une humanoïde. Elle s'appelle Sophia et est composée majoritairement de silicone et de puces numériques. Good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Paradoxe, cette femme, si l'on peut la considérer comme telle en tant que citoyenne saoudienne, aurait apparemment à ce jour plus de droits que les femmes du pays. Curieux, non? Est-ce que NEOM ne serait pas un laboratoire en devenir, permettant de voir si le contrôle total des activités humaines et des individus par l'automatisation et l'informatisation est possible? Bienvenue à NEOM. Ce qui est sûr, c'est que ce projet va mobiliser des fonds internationaux, rappelons, de plus de 425 milliards de dollars, avec le concours de grandes sociétés mondiales. On n'aurait pas pu commencer par créer un village autonome, une petite ville, histoire de voir si la mayonnaise prend? Bah non, faut voir grand. Et en même temps, c'est une sortie de secours pour l'Arabie Saoudite qui a peu le choix. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite est une zone désertique et que bientôt, il n'y aura plus de pétrole. Et avec une jeunesse qui veut sortir d'une culture traditionnaliste et rigoriste pour aller vers une société moderne, il y a peu de marge de manœuvre pour assurer un avenir au pays. Alors, que se cache derrière le projet NEOM qui nous propose un monde rapide, uniformisé, dans lequel nous serons tous reliés et connectés? Ce modèle de société globalisée, qui se veut être le lieu idéal pour vivre, ne s'apparenterait-il pas à un nouvel ordre mondial? Et ne va-t-on pas vers une société de clones encore plus matérialiste, dirigée par un gouvernement artificiel, rappelons-le un e-gouvernement, auquel nous serons tous soumis? Alors les technologies de demain pour un meilleur futur, oui, mais à quel prix? Et la liberté dans tout ça? Allez, je vous laisse y réfléchir. En attendant, restez curieux. L'important est de n'avoir cesse de se questionner. La curiosité a sa propre raison d'être. Bye bye.
La puce RFID, danger de mort? Les implants RFID ne sont rien de plus que de minuscules dispositifs de stockage de données qui facilitent la vie. Du moins, c'est ce que promet la publicité. Mais un article paru le 8 mai 2009, déjà, dans le journal Augsburger Allgemeine, montre que des utilisations complètement différentes sont aussi possibles. Un inventeur saoudien a déposé une demande de brevet auprès de l'Office allemand des brevets à Munich pour surveiller et même tuer des personnes au moyen d'une puce implantée. Selon la demande de brevet, la puce doit être insérée dans le corps par voie chirurgicale ou par injection. Au-delà du modèle A, qui n'est destiné qu'à des fins de surveillance, il y aurait également le modèle B, qui aurait une chambre pénale. Cette chambre de la puce pourrait être remplie d'un agent toxique, tel que l'acide prussique, qui pourrait éventuellement être libéré par télécommande par satellite, dès que les possibilités techniques seraient développées. Selon le requérant, cela est nécessaire si une personne doit être éliminée, par exemple parce qu'elle représente un danger pour la sécurité de l'État. Selon le Augsburger Allgemeine, l'Office des brevets a rejeté à l'époque la demande d'approbation de la puce tueuse. Mais cela prévient-il vraiment l'éventuelle utilisation illégale d'une telle puce? Salut, comment ça va? On est dimanche, il va y avoir le live ce soir. Je vous attends nombreux parce qu'on a pas mal de trucs à se dire, je pense. Je voulais juste vous parler 2 minutes de la réunion des Bilderberg qui s'achève aujourd'hui, ce soir. Alors c'est une réunion qui n'est pas du tout complotiste, je veux dire dans la mesure où la liste totale des invités est tenue secrète, on n'a pas le droit de la savoir. C'est bizarre ça pour quelque chose qui n'est pas complotiste. C'est marrant ça, puis c'est nous qu'on traite en plus de théoriciens du complot. Alors c'est marrant parce que quand on nous dit qu'on n'a aucune preuve, qu'on est dans le délire, on est dans le complotisme, ça me fait quand même doucement rigoler. Alors vous savez, quand je vous ai dit que l'Union européenne était en réalité une création de la Goldman Sachs qui passe et de Rothschild et de la Fédérale Banque américaine, mais c'est surtout la Goldman Sachs qui a placé ses pions. On dit mais ça c'est de la théorie du complot ça, c'est du conspirationnisme, enfin voyons, ça n'existe pas ce genre de choses, l'Union européenne est une démocratie. Il faut vraiment être très con quand même aujourd'hui pour tenir ce genre de discours. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le temps n'est plus à la complaisance avec les cons, je crois qu'il va quand même falloir à un moment donné, je sais pas, soit leur apprendre à lire, soit leur apprendre à ouvrir les yeux, mais il va falloir faire quelque chose. Hein. Alors cette réunion des Bilderberg se tient à Montreux, en Suisse. Hein. Déjà, ils ne choisissent pas des endroits de merde sur le lac Léman, ça va, on se fait pas trop chier. Donc, 130 dirigeants, experts de l'industrie, jusque-là, bon, pourquoi pas, de la finance, ouais, ça pourrait marcher ensemble, l'industrie, la finance, du monde du travail, bon, très bien, de l'université, tiens, c'est bizarre ça, de l'université, tiens donc, des médias, tiens, c'est très bizarre, et puis 130 dirigeants politiques, ah tiens, c'est bizarre ça, ils marchent tous main dans la main alors? Marrant ça. Moi je croyais que la politique c'était indépendant, tout ça. Je parle à la place du con, hein, qui croit qu'il n'y a pas de complot. Alors, chaque année, bien entendu, c'est 130 personnes, donc voilà, 130 dirigeants politiques du monde entier, les experts d'industrie, de la finance, qui bien entendu y participent. Alors la liste des participants en 2019, il y a 9 Français, c'est tout. Il y a le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ça va, il se fait pas chier lui aussi. Tout comme Clément Beaune, je ne sais pas qui c'est le conseiller d'Europe et G20 d'Emmanuel Macron. Tiens, c'est bizarre ça. Il y aurait conflit d'intérêts entre le président, le gouvernement et un groupement, une réunion d'hommes d'affaires richissimes et des finances mondiales. Tiens, c'est bizarre. Et après on dit tiens, il y a des connards qui pensent qu'il y a vraiment un complot, ils sont vraiment cons. Hein. Alors, le PDG de Total, il a aussi, il y a Patrick Pouyanné, le PDG de Thales, Patrick Kane, AXA, Thomas Buberl, l'historien François Gaudément, spécialiste de la Chine et de l'Asie de l'Est, parce que vous allez voir, ça fait partie du programme, l'Asie, la Chine, etc. Hein.
Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Hein, donc, à noter que le groupe Bilderberg est présidé depuis 2012 par celui qui assure la direction de l'Institut Montaigne, qui est l'ancien PDG d'AXA, hein, qui s'appelle Henri de Castries. Ça va? Tu vois, jusque-là ça va? Alors, côté médias, le club Bilderberg va compter sur la présence de la directrice de la rédaction de l'Obs, la journaliste Dominique Nora. La France aura également comme représentant Audrey Azoulay, sur un peu de barre, directrice générale de l'UNESCO. Ah bah oui, hein, et ancienne ministre de la Culture sous François Hollande, qui est invitée sous le pavillon international, et non pas en tant que ressortissante française. Alors quand je vous dis qu'ils tiennent tout, hein, jusqu'à l'UNESCO, jusqu'à tout. Rien ne se passe sans eux. Et comme tout ceci est dirigé par Rothschild en coulisses, je vous laisse comprendre que c'est la clique de Rothschild qui se réunit une fois par an. Évidemment, hein, c'est une façon de résumer quand je dis Rothschild, c'est un système. Hein. Alors parmi nos autres convives, on a deux personnalités connues. On a José Manuel Barroso, qui était l'ancien président de la Commission européenne, qui depuis est devenu président du conseil d'administration de la banque Goldman Sachs. Je ne sais plus ça. Ah bah il était président de la Commission européenne et puis il travaille... Goldman Sachs. Bah merde alors, je crois que c'était un complot, moi, ceux qui disaient... Je crois que c'était un complotiste, le mec qui osait dire qu'il y avait un lien, des conflits d'intérêts entre la Goldman Sachs et l'Union européenne. Bah alors, c'est le même président. Le mec qui était à la Commission européenne, il se retrouve président de la Goldman Sachs. C'est bizarre quand même. Parce que dans la vie, moi, j'ai pas plus de chance de me retrouver président de la Banque Société Générale ou de la BNP que n'importe quel taré du showbiz français. Il n'y a aucun lien de cause à effet, il n'y a aucun lien direct entre mon métier et la banque. Il n'y a aucun lien direct entre Ruquier, et c'est comme si Ruquier se retrouvait demain matin directeur de la BNP française. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Barroso, pas de problème, il est président de la Commission européenne, jusque-là. C'est de la politique, hein, c'est... Bon, bah, ça va, le mec il est là, il vérifie si les décrets correspondent voilà, au traité européen, il est là pour ça et tout, donc le mec on se dit, putain quand même, il travaille pour la démocratie européenne, il est balèze. Hein. Et on le retrouve, du jour au lendemain, directeur, enfin, président du conseil d'administration de la Goldman Sachs. Et ça dérange personne, tout le monde trouve ça normal. C'est comme si un banquier de la banque Rothschild se retrouvait du jour au lendemain président de la République. Quel rapport entre le fait d'être banquier et la présidence d'un pays? C'est marrant parce que c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de France. Il y avait Pompidou, puis maintenant il y a Macron. C'est bizarre ça. Et il n'y a pas de complot. Non. Il n'y a pas de complot, bien sûr. C'est pas du tout la haute finance qui dirige les pays et les politiciens. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Hein? Je continue. Bon, je vais vous passer sur les noms des Américains, des Anglais, etc. Bon, on s'en fout. Hein. De toute façon, c'est le même panier de crabes, j'ai envie de dire. Hein. Et ils viennent prendre leurs ordres et leurs directives des représentants directs de la maison mère. Et les représentants directs de la maison mère, et la maison mère, c'est la Federal Bank américaine, la Goldman Sachs, la JP Morgan, vous avez compris. Alors, donc, quels vont être les thèmes abordés? Écoutez bien les 11 thèmes abordés qui vont être abordés dans cette réunion, qui ont été abordés pendant 2 jours. Premièrement, premier thème, un ordre stratégique stable. Qu'est-ce que c'est que ce thème à la con? Donc, il leur faut un nouvel ordre, parce que un ordre, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu vraiment. Il faut un ordre stratégique stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ordre stratégique stable, c'est-à-dire avoir une stratégie toujours la même, on la suit, on va jusqu'au bout. Et surtout, on ne dévie pas, voilà, c'est stable. Une stratégie de quoi? Pourquoi un ordre stratégique? À quoi ils obéissent? Dans quel domaine? Est-ce qu'on pourrait savoir? Non, vous ne pourrez pas savoir, vous ne saurez pas. Deuxième thème, quelle suite pour l'Europe? Ah bah oui, puisqu'ils savent que tôt ou tard, de toute façon, les peuples vont refuser cette Union européenne. C'est inéluctable, elle ne peut pas fonctionner, on le sait.
Seulement, comme tout est truqué, les élections européennes sont truquées, etc., pour l'instant, ils tiennent la barque. Mais ça ne va pas durer longtemps, ils le savent. Donc, quelle suite? La suite, c'est bien entendu de faire une Europe des nations, on ne pourra pas y couper, et de faire passer dans chacune des nations ce qu'on appelle le nationalisme. Ça ne reste pas à démontrer. Alors, troisième thème, changement climatique et développement durable. C'est-à-dire comment faire du pognon sur l'intox du réchauffement climatique. Parce que c'est une intox. Il y a d'autres informations qui nous disent que d'ici une décennie à peu près, on va se prendre une mini ère glaciaire sur la gueule. Donc, comment faire du pognon sur les intox, comme celui qui vous a niqué avec la taxe carbone est parti se réfugier avec ses 2 milliards d'euros. On va continuer dans le même sens. Ensuite, quatrième sujet, la Chine. C'est un sujet, ça. Le cinquième sujet, la Russie. Tiens, c'est bizarre, ça marche ensemble. Ce serait Magog? C'est bizarre, ça. Autre sujet, le futur du capitalisme. Ah bah oui, car tout ce système va s'écrouler, mesdames et messieurs, vous le savez depuis le temps qu'on vous le dit. Le capitalisme qui est basé sur l'argent dette et la spéculation, ça va se casser la gueule, parce qu'une dette virtuelle qui forme une bulle, au bout d'un moment, ça éclate. Ils savent très bien que tout ça, ça va éclater. Le futur du capitalisme, on le sait tous, c'est une dictature mondiale. Un certain temps, le temps que on rétablisse les choses, qu'on passe le coup de balai nécessaire et qu'on impose un nouvel ordre. Voilà, moi je vous le dis, c'est exactement ce qu'il faut entendre derrière le futur du capitalisme. Neuvième thème, le Brexit. Ah bah ça alors, c'est un thème des Bilderberg, dites donc. Ça concerne la banque Goldman Sachs, le Brexit? Ça ne concerne pas plutôt le peuple européen et ses dirigeants? D'ailleurs, entre parenthèses, comment il s'appelle? Donald Trump a dit, en ce qui concerne le Brexit, il a dit mais c'est très simple, le peuple a voté, ils veulent un Brexit, voilà, que l'Union Européenne soit d'accord ou pas avec vous, vous vous cassez. Si la prochaine fois qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous emmerdent encore et vous empêchent de sortir, vous sortez. Voilà ce qu'il leur a dit Trump. Il a dit, et en plus, leur facture de 45 milliards d'euros, vous leur foutez dans le cul. Trump a dit ça, clairement, hein, voilà. Donc c'est pas mal de diriger aussi à la Trump, des fois c'est pas mal, ça fait avancer les choses un peu plus rapidement, et je pense que s'il n'y avait pas que des traîtres au gouvernement anglais, ça serait déjà longtemps, ça aurait déjà dû être fait depuis longtemps, voilà, parce que le peuple n'en peut plus là-bas. Ensuite, avant-dernier thème, ou avant-dernier thème, l'éthique dans l'intelligence artificielle, ça veut dire que donc, ils vont nous l'imposer, bon on le savait, mais quelle éthique va-t-on garder? Parce que l'intelligence artificielle, vous le savez, va remplacer énormément de monde et de métiers. Et jusqu'où aura-t-on le droit d'aller avec l'intelligence artificielle? Ah, voilà de quoi on discute au Bilderberg. Hein. On discute de votre futur, de comment vous allez être remplacé dans le futur. Hein. Donc, quelle éthique vont-ils garder? Est-ce qu'on va garder quand même 5% d'humains ou 7%? C'est ça, ils vont discuter de ça à peu près. De comment vous allez finir et remplacé par des machines, dans quelle proportion, hein, voilà. Faut vous y attendre quand même, hein, je vous en ai parlé aussi déjà. Ensuite, les réseaux sociaux comme armes. Je sais plus ça. C'est un thème des Bilderberg, les réseaux sociaux comme armes. C'est pas un peu étrange comme thème? Alors, comme arme d'information, de désinformation, comme arme politique, c'est quoi exactement les réseaux sociaux comme armes? Hein? Évidemment que les réseaux sociaux, c'est un paramédia, hein, et ça permet aussi aux gens de s'instruire et de s'abreuver à une autre source que la source de désinformation des médias mainstream. Donc ça dérange le système. Pour eux, c'est une arme qui se retourne contre eux. Donc ça ne va pas durer longtemps, parce que si ça fait partie d'un des thèmes des Bilderberg, ça veut dire qu'ils vont très probablement s'intéresser à notre cas et très probablement reprendre le contrôle d'Internet et des réseaux sociaux, pour qu'on ne puisse plus s'en servir contre eux. Anticiper tout ça. Avant-dernier thème, l'importance de l'espace. Ah, l'espace. Eh oui, sauf que pour l'instant, apparemment, on ne peut pas traverser les ceintures de Van Allen, et donc, pour l'instant, l'importance de l'espace, ça se passe en basse atmosphère. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour nous dézinguer n'importe quel pays depuis l'espace, mais apparemment, ça va continuer. Et pour finir, les cybermenaces, car évidemment, ils se font hacker en permanence. Bref, on en est là. Donc, il n'y a pas du tout de complot, il n'y a pas du tout de connivence entre la finance, entre les grands industriels et les grands lobbyistes, et les politiques et les médias. Mais non, qui c'est qui vous fait dire ça? Enfin...
Vous êtes complotiste, hein. Vous êtes complotiste. Vraiment. Moi, je vous le dis. Hein, alors, parmi les anciens Bilderberg avec Christine Ockrent, hein, qu'on ne voit plus d'ailleurs à la télé depuis qu'elle est là-bas, bah non, elle palpe d'autres revenus. Hein. Elle se nourrit à une autre source, hein, Christine Ockrent, qui n'est la femme de Bernard Kouchner, notre grand trafiquant d'organes israélien. Hein, donc, dont on n'entend plus parler d'ailleurs, lui non plus. Hein, parce qu'il s'est fait gauler. Donc, il est plus présentable pour le système. Et ces deux-là, là, ils sont dans l'ombre. Et vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils ne travaillent pas? Vous croyez qu'ils ne continuent pas à bosser? Alors je sais pas, je n'ai pas cherché, mais souvent on les retrouve ou à l'UNESCO, ou à l'ONU, ou à gauche, à droite, où on les retrouve, tiens, d'un coup ils sont encore là, ils réapparaissent. Comme Giscard a réapparu dans l'Union Européenne, à la Commission, machin, ils sont là, ils sont toujours là. Ils palpent des rétrocommissions, je vous raconte même pas, des salaires, je vous raconte même pas. Et vous croyez qu'ils sont gentiment à la retraite? Mais pas du tout. Ce sont des agents actifs qui travaillent pour la bête. La bête, 666, c'est ça la bête. C'est tout ça la bête. C'est pas les Bilderberg, c'est tout le système. C'est ça la bête. La bête a plusieurs têtes, car la bête est représentée par les lobbyistes, de toutes les têtes des lobbies, de tous les lobbies, pharmaceutiques, alimentaires, finances, armement, Big Pharma, j'ai déjà dit, etc., etc., l'éducation, ouais, tout ce qu'on a cité là. Stratégie militaire, politique, c'est ça la bête, c'est toutes ces têtes, et les médias bien entendu. Après, avec la bête a plusieurs têtes, avec plusieurs cornes, tout ça, il faut comprendre que ça c'est des métaphores, mais la bête, c'est ça. Pourquoi je dis que c'est la bête? Parce qu'il y a des tas de gens qui se disent, mais c'est peut-être des gens qui œuvrent pour notre bien, ce sont des gens plus intelligents que la moyenne, qui ont réussi, ils sont devenus milliardaires. S'ils sont devenus milliardaires, c'est qu'ils ont quelque chose de plus que nous. Fatalement, ce sont des gens plus avancés, ce sont des gens beaucoup plus intelligents. Donc, ils œuvrent pour le bien de notre futur, oui. D'accord, je veux bien entendre ça. C'est possible. C'est possible que dans le tas, il y a des gens de bonne volonté, pourquoi pas. Sauf que, pourquoi employer le secret? Pourquoi employer le mensonge? Pourquoi financer des partis politiques pour les orienter? Pourquoi les lobbies de pharmaceutiques et autres financent des partis politiques pour faire élire des candidats qui ensuite vont leur permettre de vendre leur saloperie de vaccins et de médicaments? Pourquoi user du mensonge? À partir du moment où tu uses du mensonge et que tu caches les choses aux gens, tu peux pas être un bienfaiteur de l'humanité. Tu comprends ça? Est-ce que ça finit par rentrer dans ton crâne? Alors certes, je ne m'adresse pas à tous mes auditeurs, les gens qui me suivent, je sais très bien que vous êtes éveillés là-dessus depuis longtemps. Moi, si je continue à travailler et à ouvrir ma gueule sur Internet, c'est pas pour vous. Je sais pertinemment que vous savez déjà tout ça, que vous avez compris. Non, c'est pour tous ceux qui n'ont pas encore compris. Hein? Tous les gens qui encensent Juan Branco aujourd'hui, ils ne comprennent pas que ce mec, il a été choisi par le système dès son plus jeune âge, qu'il a bercé dans le festival de Cannes, que sa mère c'est la psy. Vous ne saviez pas que sa mère c'est la psychiatre ou la psychologue de toutes les stars françaises, vous le saviez ou pas? Voilà, de tous les comédiens français. Ce mec il a baigné dans le système. Il a été totalement mis le pied à l'étrier par Attali et par tous ces gens-là. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Vous attendez quoi de ces gens-là? Vous allez vous réveiller à quel moment, à quelle heure, à quel âge? À quel âge? Donc, il va peut-être falloir se réveiller, parce que c'est une véritable guerre qui nous est menée. Hein. C'est une guerre contre les peuples, une guerre secrète, comme disait Claire Séverac. Paix à son âme. Et secouez-vous, secouez vos proches. S'il n'y a pas des réveils, il ne peut pas y avoir... on ne peut pas contrecarrer les plans de cette élite satanique. Ce sont des satanistes. D'accord? Alors, ne croyez pas que ces gens-là qui sont conviés au Bilderberg, ce sont tous des traîtres, des lâches. Des traîtres à la nation, des traîtres à l'humanité, des traîtres à la planète. Quand on va essayer de nous faire passer des nouvelles taxes écologiques, c'est de la traîtrise, c'est de l'enfumage. La planète n'a pas besoin de leurs taxes pourries pour qu'elle continue à tourner rond. La planète sera encore là dans 3 milliards d'années, ce qui n'est pas notre cas. D'accord? Foutez donc la paix à la planète, laissez-la, continuez son chemin, respectons-la et occupons-nous de nos culs respectifs, parce que nous, ça va pas du tout, par contre. See, I'm not one of these people who's worried about everything. You got these people around you, the country's full of them now, people walking around all day long, worried about everything. Worried about the air, worried about the water, worried about the soil. Worried about pesticides, insecticides, food additives, carcinogens, worried about radon gas, worried about asbestos.
Worried about saving endangered species. Let me tell you about endangered species, all right? Saving endangered species is just one more arrogant attempt by humans to control nature. It is arrogant meddling. It's what got us in trouble in the first place. Doesn't anybody understand that? Interfering with nature. Over 90%, way over 90% of all the species that have ever lived on this planet, are gone. Whoosh. They're extinct. We didn't kill them all. They just disappeared. That's what nature does. They disappear these days at the rate of 25 a day, regardless of our behavior, I mean. Irrespective of how we act on this planet, 25 species that were here today will be gone tomorrow. Let them go gracefully. Leave nature alone. Haven't we done enough? We're so self-important. So self-important. Everybody's going to save something now. I'll save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. And the greatest arrogance of all, save the planet. What? Are these fucking people kidding me? Save the planet? We don't know how to take care of ourselves yet. We haven't learned how to help one another. We're going to save the fucking planet? I am getting tired of that shit. I'm tired of fucking Earth Day. I'm tired of these fucking self-righteous environmentalists. I'm tired of these white, liberal, bourgeois, liberal, white people who think the only thing wrong with this planet is there aren't enough bicycle paths. Trying to make the world safe and clean for their Volvos. And I'm really sick of these rock stars and movie stars gonna work off their cocaine guilt by saving a forest somewhere. Besides, there's nothing, first of all, the environmentalists don't give a shit about the planet. They don't care about the planet. Not in the abstract, they don't. You know what they're interested in? A clean place to live. Their own habitat. They're worried that someday in the future they might be personally inconvenienced. Narrow, unenlightened self-interest doesn't impress me. Besides, there's nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked. The people are fucked. Compared to the people, the planet is doing great. The planet has been here for 4.5 billion years, all right? 4.5 billion. We've been here, what, 100,000? Maybe. 200,000? Maybe. And we've only been engaged in heavy industry for a little over 200 years. 200 years versus 4.5 billion. And we have the conceit to think that somehow we're a threat? That somehow we're going to put in jeopardy this beautiful little blue-green ball that's just floating around the sun? Planet has been through a lot worse than us for a long time. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, bombardments for hundreds of thousands of years by comets and asteroids and meteors, sandstorms, erosion of all kinds, cosmic radiation, worldwide fires, worldwide floods, recurring ice ages, and we think some aluminum cans and some plastic bags are going to make a difference? Planet isn't going anywhere. We are. We're going away. We're going away. Pack your shit, folks. We're going away. And we won't leave much of a trace either. Thank God for that. Maybe a little styrofoam. Maybe a little styrofoam. Planet will be here and we'll be long gone. Just another failed mutation. Just another closed-end biological mistake. An evolutionary cul-de-sac. Planet will shake us off like a bad case of fleas. A surface nuisance. You want to know how the planet's doing? Ask those people in Pompeii who are frozen into position from volcanic ash. How the planet's doing. Want to know if the planet's all right? Ask the people in Mexico City or Armenia or 100 other places buried under thousands of tons of earthquake rubble if they feel like a real threat to the planet this week. How about the people in Kilauea, Hawaii, who build their homes right next to an active volcano and then wonder why they have lava in the living room? Planet is going to be here a long, long, long time after we're gone, and it will heal itself, it will cleanse itself, because that's what it does. It's a self-correcting system. The air and the water will recover, the earth will be renewed, and say, if it's true that plastic doesn't degrade, well, the planet will simply incorporate plastic into a new paradigm, the Earth plus plastic.
The planet doesn't share our prejudice towards plastic. Plastic came out of the Earth. The Earth probably sees plastic as just another one of its children. Could be the only reason the Earth allowed us to be spawned from it in the first place. It wanted plastic for itself. Didn't know how to make it. Needed us. Could be the answer to our age-old philosophical question, why are we here? Plastic. Assholes. I'm Rosa Corey, and I'm from the United States, California. And my topic, what I speak about, is one of the most vitally important issues of our age, and that is United Nations Agenda 21, Sustainable Development. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. So I found out about it in a very unusual way, actually, because I spent my career as a legal witness, as an expert witness for the California Department of Transportation. I'm an expert in land use and land valuation. And so, of course, I was valuing property for the government so that the government could acquire that property for road projects. And what I found about 10 years ago, or 10 or 13 years ago, was that land actually, it was very difficult to say what it was worth because you couldn't know what people could do with it, because they were being restricted from using their property. And as I explored that and found that it wasn't just in the San Francisco Bay Area where I was working, it was in fact all across the nation and the world, I looked behind that and I found United Nations Agenda 21, Sustainable Development. The goal is to move everyone out of the rural areas and into the large cities, and to destroy representative government, and to move it into to government by unelected boards and commissions. Now here in the EU, of course, you've already moved to that position, where it's an erasure of jurisdictional boundaries, an erasure of national boundaries. And that is the goal, because as Zbigniew Brzezinski said in 1995, you can't just impose globalization pell-mell as a total movement. You have to do it incrementally, and the way to do that is through regionalization. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. People in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press attacks me and calls me a conspiracy theorist, which is totally ridiculous. It is a conspiracy, but it's not a theory. It's a fact. Here in Europe, it's openly spoken about, local Agenda 21. The principles are public-private partnerships, which is fascism. And this is how it's implemented on the ground, is through this joining together between corporations, non-governmental organizations, and governments in order to cut out the actual individual, your voter, and instead to take that to a level where we literally cannot penetrate. And this is the goal. So this is already far progressed in Europe. Right now in the United States, we are moving into massive regionalization.
The United States has 50 states, and it's divided into cities, counties, and states, and then the federal government. Instead, Agenda 21 is top-down. It's global, regional, neighborhood, and none of those positions is elected. Now, what this truly means is if you tell people that they have to build only smart growth, high-density development in an urban center, and then no development, no buildings, no residential, no commercial can happen outside of that very, very concentrated area, then what do you have? You have a concentration camp of the future. This is exactly what it looks like. And you see, it's very much more subtle and much more sophisticated than it was when the Nazis were doing it. You are not going to get thrown on a train car. You'll have your family well monitored. You will have your energy restricted. You will have your school service cut, your sheriff's service cut. You will find that you are not able to get your goods to market, and then you have to move into the city, and then you will move into this high-density development that is subsidized with our property tax dollars, and pretty soon you will have the Wildlands Project, which is predicated on moving people out of the rural areas. And this is how it happens. So, people say, well, hey, nobody's getting me off my land. Well, it's very easy. No one's going to come to your door with a gun, but they will move you off your land, and you will be in the cities. And those cities will be full capability of surveillance, monitoring, and control. These buildings, these high-density buildings, are being built with a concept of eyes on the street. You become basically a deputized police adjunct. Your job is to watch the street. Your job is to watch your neighbor. The war on terror is a war on you. And we all know this. We feel it. This is why we need to stop it. So this is our plan, is to use the courts at this point and stop this plan. And we're working on it. Smart meter is part of a much bigger picture and a much bigger design. A two-way transmission device that ties into the larger smart grid plans that are being built out across the world. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. Soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain. En France, ce sont 35 millions de compteurs communicants qui permettront de gérer cet équilibre entre les productions et les consommations. Un réseau piloté au service de tous, capable d'intégrer et d'accompagner nos usages actuels et futurs de l'électricité. The definition of a smart grid is a wireless system that will fundamentally turn every single appliance in your home into the equivalent of a transmitting cell phone. That's every
Every computer, every television, every furnace, every air conditioner, every coffee machine, every printer, every single appliance that you have in your house will eventually, in a smart grid, have an antenna that's embedded into it that will transmit your usage data to a smart meter on the outside of your home that will then transmit your usage data to another tower receiving a usage signal that will then go to the utility company for supposedly billing purposes. Not all signals will just be about your individual use. There will be aggregate meters that will bounce signal from house to house to house within a neighborhood that will then accumulate all of the usage data that will transmit that to the utility company. Now, what that will do is that the end metering system that is transmitting all of that data will be firing an RF signal at many, many times a second, which will increase the average homeowner's radio frequency radiation exposure exponentially. Et c'est aussi l'accès à de nouveaux usages. Donc ce compteur dit intelligent, c'est vraiment aussi un projet de société derrière une filière technologique créatrice d'emplois, puisqu'on estime à 10 000 emplois le nombre d'emplois potentiels sur la fabrication, mais il y a aussi l'installation, il y a l'entretien, il y a les nouveaux usages qui vont être portés par ce compteur intelligent. Et donc ce que je souhaite, par la loi de transition énergétique, mais aussi par la mise en mouvement des filières industrielles et de nos savoir-faire, accélérer l'objectif. Notre objectif, là, c'est 3 millions de foyers donc équipés en 3 ans. On va essayer d'aller plus vite, puisque normalement 80% des foyers doivent être équipés en 2020. Normal cell walls, fairly separated and looking healthy. So after 2 minutes of exposure in front of the smart meter at about 1 foot away, we see a totally different story. Sample 1, you can see a lot of degradation in the cells. The cell walls have been broken, and you see changes in the cells which are called mycoplasma. It shows a mutation to the cell. In the second sample, we see a different type of degradation to the cell membranes. You can see a corrugation here. This is called bottle cap formation, and it's known that this occurs due to oxidation or exposure to free radicals. So this third subject, when we did her sample, she had to be pulled away from the meter after 45 seconds because she complained about an increasingly severe headache. And here you see a phenomenon called rouleau, where the red blood cells are stacking up, which makes it very difficult for the blood to deliver oxygen to the tissues as they would be their normal function. I'm Melissa Melton reporting for Infowars.com. As Agenda 21, the United Nations plan to take control of the world from the local level up, grows across America under the guise of the Green Movement, our national sovereignty, our personal freedom, and our very way of life is under attack. What is Agenda 21 for new listeners? Why is it important? And what are the new big developments? I mean, is it safe to say the battle is joined right now, Rosa? For people who don't know what Agenda 21 is, it's not what is Agenda 21, it's almost what isn't. It is the blueprint. It is the action plan to inventory and control all land, all water, all plants, all minerals, all construction, all animals,
all means of production, all energy, all information, and all human beings in the world. It is a completely comprehensive plan. It's global, and it's implemented locally. Agenda 21 highlights include the destruction of the family unit in the name of sustainable development, with people being forced to live in tight, compact cities and high-rise stack-em and pack-em apartments no bigger than this 16 by 16-foot space. This map, entitled Simulated Reserve and Corridor System to Protect Biodiversity, illustrates how the UN's Agenda 21 plan would work in the United States. Under this takeover, all personal property rights would cease to exist. The red zones, which make up the map's majority, will be mandated for little to no human use. The yellow zones are buffer zones for highly regulated use. Only in the scant green areas is any normal human use allowed. The tiny black dots are the dense megacities, where transportation will be tightly controlled, freedom will be restricted, and people will be packed in like sardines, living in tiny 275 square foot units amounting to little more than jail cells, all in the name of saving the earth. Welcome